Bonjour et bienvenue pour ce 61e jour, non pardon, pour cet épilogue de ce fameux road trip aux États-Unis, 60 jours à travers les 13 colonies. C'était, vous l'avez suivi tous les jours, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut y aller. Il y a 60 vidéos, une pour chaque jour, avec de la nature, des musées, de la route, du drone. Et on a fait combien de kilomètres au final? Et ça va, hein, pour un road trip, 7500 bornes, c'est ce qu'on avait fait en 3 semaines en Norvège, donc le nombre de kilomètres. Ça devrait aller. Donc là, en 2 mois, c'était bien, mais comparativement, on a eu beaucoup de city trips, donc les city trips, c'est particulièrement intense. Et du coup, on roule un tout petit peu moins pendant les city trips, effectivement, mais on voit beaucoup plus de choses que ce qu'on avait pu faire dans les autres pays. Bon, alors, avec tout ça, c'était quoi les coups de cœur? Coup de cœur surprise, parce que je ne m'y attendais pas, c'est Washington. J'imaginais une grande ville assez froide, très bureaucratique, et en fait les musées sont absolument magnifiques, les monuments sont magnifiques. Et il y a aussi des petits quartiers bien vivants comme le quartier noir, le Chinatown, donc vraiment un coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, ça reste New York. J'étais parti avec Enfin voilà, on y a vécu, donc pour tout cet aspect histoire, c'était sympa. New York a beaucoup évolué, la ville reste magnifique. En plus, on a commencé le road trip avec soleil, ciel bleu sur la Statue de la Liberté, sur les différents survols, sur le fait de prendre les différents buildings tout en haut. Tous les parcs en bord, donc non, franchement, New York, la ville, tout ce qui... C'est un incontournable. Oui. C'est un incontournable, voilà. Je comprends mieux ceux qui se disent, tiens, on va aller passer un nouvel an ou un Noël à New York. Oui, en 4 jours ou 5 jours, vous avez le temps de faire tout New York, d'apprécier, ça fait un dépaysement total. Bon, il faut partir reposer, parce qu'avec le décalage horaire, c'est un peu... Ouais, le décalage horaire avec 6 heures en aller-retour sur 5 jours, c'est toujours un peu violent. C'est beaucoup plus facile sur 2 mois, mais c'est ça. Bon, après, c'est quoi ça, on a parlé des coups de cœur, ville, et après? Les monuments, les musées, pardon. Musées, je vais rester encore sur Washington, moi, puisqu'il y a Obama, c'est vrai qu'il a inauguré il y a 3-4 ans le musée de l'histoire noire africaine en Amérique, et c'est franchement didactique, bien fait, moderne. On y reste 3 heures c'est passionnant. Oui, c'est surtout les sentiments et l'émotion qu'on ressort d'un musée. En général, un musée, ça vous apporte de l'info, de la culture, et puis voilà, on l'a vu, on a appris, on a vaincu, c'est tout. Alors que là, franchement, il y a 90% de noirs, de gens qui visitent, donc déjà ça vous met ça vous met énormément dans l'ambiance. Mais le musée est vraiment, vraiment magnifique, effectivement. Tous les Smithsonian musées, en plus, qui sont gratuits à Washington, donc ça permet d'alléger un peu la facture, c'est quand même pas négligeable non plus. Moi, j'ai un petit coup de cœur sur le Strong Museum, le musée du jouet, tout simplement parce qu'encore une fois, les Américains ont ce talent réellement pour arriver à faire vivre, à faire de l'émotion, pas juste à vous apporter de l'information. Donc on peut jouer un peu partout, il y a bien sûr une partie un petit peu historique, mais on entre dans un univers avec eux. Et si on doit retenir quelque chose de l'ensemble des musées, les musées qui nous ont le plus surpris, c'est pas là où il y avait le plus d'œuvres en fait, parce que là quelque part on est dans le même style que les musées français, c'est que leur musée et toute l'information qu'on a partout à chaque point, et ça aussi c'est dans cet aspect musée, info aux États-Unis, c'est extraordinaire, c'est que on s'arrête à un phare, même pas un musée, à une plage, il y a toujours une borne, on apprend quelque chose, vous l'avez remarqué à travers les 13 colonies, tous les jours on vous apportait une information historique. Alors, c'est quoi le prochain coup de cœur après les villes et les musées? La nature. Ah oui, quand même, la nature. Ça, sur les 7000 km, on a quand même traversé quelques paysages magnifiques. Parc, alors, ton coin de nature? Cape Cod. Cape Cod, parce que je trouve que c'est un concentré sur une petite presqu'île, entre guillemets, de 200 km de long sur 50 de large. On retrouve des plages de surfeurs, on a des dunes, on a des petits ports, on a des criques avec des plages, on se croirait en Méditerranée, et une nature quand même, on a vu des otaries, des requins juste à notre pied, donc, et tout ça à 2 pas de Boston, donc c'est sublime pour ça. Alors c'est rigolo que tu n'aies pas commencé par les chutes du Niagara, parce que quand tu as atterri à New York, tu te dis tiens, tu peux aller aux chutes du Niagara, c'est pas trop loin en voiture.
Les chutes du Niagara, bah oui, tout le monde en parle, on en parle tellement, que ce soit du côté américain ou canadien, bah, c'est très beau, il faut le faire. Vous atterrissez à New York, vous allez faire Cape Cod, on peut y aller, hein, franchement. Oui. Ça, c'est l'avantage d'aller faire un trip d'une semaine, aller voir 10 jours aux US oui. En passant par New York. Cape Cod, les chutes du Niagara, c'est top. Après, la nature, elle est partout. Sur le reste des États-Unis, on traverse des grands déserts, etc. Là, ce n'est pas des grands déserts, c'est juste la nature. Et puis, on passe des Finger Lakes avec tous ces lacs. Effectivement, comme disait Sandrine, avec les plages, la presqu'île, la nature, tous les animaux marins, y compris les baleines. Donc, surtout au mois de septembre, c'est la saison pour aller les admirer. Donc, la nature est au cœur d'un voyage si vous allez aux États-Unis, y compris sur la côte Est, qui est un peu plus urbanisée oui. que certains côtés très sauvages au centre des États-Unis, ou si vous allez directement côte Ouest, Californie, en allant vers le Grand Canyon, où là c'est encore c'est une étape au-dessus en termes de sauvage et de nature. Tout à fait. Et toi, c'était quoi ton coup de cœur? Montbreton? Montbreton, c'était le Maine très clairement. Le Maine où on est quasiment à la frontière du Canada. Du Canada. Il y a des ports, il y a vraiment toute cette partie Port Harbor qu'on a vue. L'Acadia National Park est absolument magnifique aussi. Et là, on est sur une île avec l'Acadia National Park. On est au milieu de rien du tout. Un peu de tourisme, mais pas trop. Les petites routes sont magnifiques. Oui. Encore une fois, il y a des phares. Ouais, là, c'est entre le Goémon, les odeurs, quelque chose de beaucoup plus civilisé, mais à la fois aussi touristique, un petit peu moins américain comparativement. Oui, ouais, on sent plus le Canada. Oui, on sent plus le Canada, on sent plus cette influence-là qui fait que on a toute la nature et d'un autre côté, on mange mieux. C'est là où on a commencé à avoir nos meilleurs restaurants des États-Unis sur ce road trip. La nature, on y est tout de suite, on peut y aller à moto, on peut s'arrêter franchement dans plein d'endroits, il n'y a personne autour, les rochers, la mer, la faune, donc c'est... Ouais. Bon, et au niveau histoire, c'est quoi les coups de cœur? J'ai beaucoup aimé Philadelphie, parce que sous son petit air de... Alors déjà avant de partir, Philadelphie, ça ne me disait pas grand-chose, à part éventuellement la situer dans l'État. Mais en fait, la ville est absolument magnifique et en fait, ça fait un petit choc après New York, qui est vraiment la grosse ville. On arrive dans une ville très européenne et avec vraiment une histoire, des immeubles typés un petit peu anciens. Et puis, on le comprend puisque c'est là où la cloche a sonné la première fois pour l'indépendance. Et du coup, il y a vraiment une histoire dans la ville qui est encore plus présente que dans d'autres villes de la côte Est. En termes d'histoire, moi, la ville qui m'a surprise, c'est une ville, pas interdite, mais c'est Williamsburg, naturellement. Refaite, rebâtie comme à l'ancien temps, avec tous les comédiens, etc. Alors, on est à la limite du parc d'attractions, même s'ils sont très fidèles à la réalité. Et c'est ce que j'aime un peu aux États-Unis, c'est que quand ils reconstituent quelque chose, c'est pas juste pour vous mettre 3 pierres, un château, c'est que vous voyagez dans le temps, vous pouvez discuter avec les comédiens, enfin les acteurs, ouais, les comédiens, et puis ceux qui travaillent le bois, tous les vieux métiers comme à l'époque. Et du coup, oui, c'est comme si vraiment vous preniez une capsule à voyager dans le temps dans Jules Verne et que vous pouviez discuter avec les gens de l'époque. Donc pour ça, pour moi, c'est le côté un petit peu magique, à la fois des États-Unis et de ce road trip dans les 13 colonies. Et alors côté, on va dire, plus basique, en gastronomie, quel est ton coup de cœur de plat? Ah, en gastronomie, c'est indéniablement le crabe à Annapolis. La fête du crabe, c'est le crabe bleu là-bas, il est juste succulent. Oui. On n'a vraiment pas d'équivalent en France. Notre crabe, il est bon, c'est surtout ce qu'on va manger, les sauces et les préparations à côté qui vont le mettre en valeur. Là-bas, le crabe tout seul, sans rien d'autre, il est juste succulent, délicieux. On comprend mieux pourquoi ils s'en font des ventrées. Et oui, il n'y a pas d'équivalent, les huîtres, le poisson, tout ça, elles sont différentes, on peut aimer ou pas. Effectivement, les huîtres, je ne dirais pas que c'est notre coup de cœur parce qu'elles du coup, elles ne sont pas du tout salées. Elles n'ont pas le goût de l'eau de mer. Alors et de l'iode comme nous. Non, c'est sans goût, entre guillemets, qu'on ne retrouve pas l'air marin que l'on a. Donc là, elles sont beaucoup plus grosses, on en a plein la bouche. Non, les huîtres on oublie. Non, mais le crabe par contre... Le crabe, c'est un incontournable. Et en deux, on va dire bien sûr le homard dans le Maine,
qui est très bon. Pas meilleur que le nôtre, mais qui est très bon. Et ce qui est vraiment sympa, c'est surtout le fait qu'il soit, bon, pauvre bête, mais qu'il soit vivant, qu'il est tout frais. On le cuit devant vous en 20 minutes, vous le mangez nature, sans sauce pour une fois aux USA, si vous le demandez. Et ça, c'est vraiment, c'est toute voilà, c'est la fête qu'il y a autour et le plaisir de savourer ça au milieu de la nature pour un prix dérisoire compte tenu des prix du marché. Et compte tenu, même si on compare par rapport aux fruits français, je te rejoins vraiment sur le homard. Ce qui encore une fois fait la différence entre le homard ici et là-bas, c'est que une petite échoppe, un petit restaurant, oui, un peu sur le bord de la route, dans le Maine, en pleine nature, et vous allez manger ça voilà, dans un cadre, et voilà, là aussi ça vous fait voyager. Le simple fait d'aller manger le homard dans ces conditions-là, de cette manière-là, avec les grandes cuves, les grandes marmites qui bouent, etc., voilà, vous êtes transporté, c'est quelque chose qu'on ne vit pas de cette manière-là en France. En France, ça va vous être apporté directement dans l'assiette. Là, non. Après, on retrouve ça en Norvège. Ah oui, le crabe royal. Le crabe royal en Norvège, où là vous allez le pêcher. C'est encore une autre étape. Dans la glace, et où effectivement, alors qu'il fait -20 dehors, on vous le met dans les grosses marmites d'eau chaude. Ça, c'est génial aussi si vous avez l'occasion. L'hôtel, le coup de cœur hôtel ou. Oui, ça peut paraître basique, mais en fait, on a vraiment fait plein d'hôtels, comme vous avez pu le remarquer. On a essayé de vous en mettre, pas systématiquement tous les jours, mais d'aller varier entre les hôtels hyper historiques, comme on a pu le vivre à Salem, jusqu'à l'auberge de jeunesse, en passant par les motels et en passant, pour moi, mon coup de cœur, ce sont les 2 hôtels de Boston. The Row, avec une histoire. Ils ont construit cet hôtel non seulement par rapport à l'histoire au sens avec un grand H, siècle dernier, le siècle avant, ère industrielle, etc. Mais en fait, il raconte une histoire avec cet hôtel-là, et il y a peu d'hôtels où il y a ça. Donc le décor, la déco, la manière dont c'est fait à l'intérieur, il est magnifique. Ouais. Et toi, c'est quoi ton hôtel préféré? L'auberge de jeunesse, effectivement, dans l'état de Virginie. Parce que c'est vrai qu'on arrive, on se sent comme chez soi, entre guillemets. Il y a le billard, il n'y a pas grand monde, il n'y a que des jeunes, plutôt des célibataires. Du coup, on rencontre plus facilement. On a le dîner qui est gratuit, pile poil le soir, où on se met autour de la table pour déjeuner ensemble. Donc voilà, c'est une autre ambiance, mais c'est très sympa. Et c'est moins cher. Alors ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais effectivement, on avait cette image des YMCA très basiques en chambre de 12, donc il y a ça aussi, à celui qu'on a fait. Mais le décor global, il est très... on voyage, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va rencontrer les gens. Il y avait une Australienne, il y avait des Européennes bien sûr, mais il y avait une Sud-Africaine. Enfin, on rencontre tout le monde, repas communautaire. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais on partage, c'était très bon. C'est l'un des repas les plus sains qu'on ait mangé, ceci dit. Et puis l'accueil, il n'a pas d'équivalent, quoi. Il y a un accueil humain, et on n'est pas dans l'hôtel, tiens, tenez, voilà votre clé, allez dans votre chambre. C'est vous faites quoi, vous venez d'où, on discute un peu. Celui qui était à l'accueil, il avait fait plein de pays également, donc on partage des impressions et ce qu'on fait. Bref, vous arrivez... Ça, si vous aimez rencontrer des gens, effectivement, les YMCA sont un privilégié. C'est incontournable. C'est vraiment... C'est presque plus qu'un coup de cœur. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur humain. Oui. Et alors, le moment le plus intense du voyage pour toi? Le plus intense... Bon, je commence par quoi? Il y en a plein, en fait. Au niveau nature, ça va être faire du kayak et puis avoir des dauphins qui sont juste au pied du kayak à 3 mètres. À Virginia Beach, c'est impressionnant. À un autre niveau, c'est les rencontres avec les baleines, avec les bateaux. C'est un point à faire, je pense, aux États-Unis quand vous êtes à la bonne saison. Et toi? Le survol des chutes du Niagara en hélicoptère, j'avoue que ça c'est magique. Ça dure un quart d'heure, mais franchement, effectivement, on est transporté, c'est le cas de le dire, mais la vue, ça vous permet de voir en 2 secondes à situer les chutes du Niagara. Alors quand on arrive, on se demande où elles sont, de quel côté faut-il aller. Là, vous voyez tout en un quart d'heure, et après, vous pouvez les visiter de près. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. Sinon, ça, vous avez dû le voir aussi sur toutes les vidéos, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on a ça. C'est vraiment, vous avez de la musique à tous les coins de rue. On passe en moto, on entend de la musique, et là, c'est soit une brasserie, soit une pizzeria,
soit quelqu'un dans la rue qui s'est mis à un petit coin et leur musique, elle transporte. On a envie de s'arrêter. Ça, je trouve ça que c'est vraiment unique. On ne le retrouve pas en France de cette façon-là. Non, je te rejoins parce que la musique là-bas, on a l'impression que c'est impromptu, c'est-à-dire que chez nous, c'est un peu codifié, on sait que c'est à tels horaires, il y a certains restos qui le font. Oui, pour les concerts et tout. Là, c'est vraiment... c'est n'importe où, c'est n'importe quand. Une personne et puis bon... Ça peut être en pleine journée, oui. Comme on l'a vu plein de fois, c'est le soir. Enfin, voilà, la musique, elle est vraiment là, les gens, ils sortent. En fait, c'est une fête de la musique en permanence, en fait. Oui. Nous, la fête de la musique, grosso modo, vous vous baladez, vous allez trouver la musique. Là, c'est la même chose aux US, mais tout le temps. Jours. Tous les jours. Et donc c'est vrai c'est que cool. ça, s'arrêter, prendre une bière au coin du feu et la musique, là, c'est tout simplement magique. Et puis le dernier point magique, c'est que les Américains sont super sympas en fait. On a toujours un peu cette impression ou cet a priori de maître du monde, etc. Et quand on est sur place, ils viennent naturellement vers vous pour vous poser des questions. Il y a vraiment ces rencontres qui se font de façon inopinée. La dernière fois, on était sur la plage, on s'arrête, le gars nous voit arriver en moto, il nous sort son téléphone avec toutes les photos de sa Triumph dessus. Ils se rappellent quand ils ont une Indian ou une Harley, enfin bon bref, ils vont venir naturellement vers vous pour vous parler moto. Si on cherche une rue tout de suite, ils vont être... Ça, on peut en prendre de la graine à Paris notamment, parce que vu le nombre de touristes que l'on a, je ferai un effort, même pas un effort, c'est avec plaisir que j'irai vers les touristes dans le métro pour les aider à trouver la bonne station, parce que franchement, les Américains le font naturellement et c'est vraiment très agréable quand on est touriste. Et oui, on cherche, il suffit de chercher quelques secondes, ils voient qu'on cherche, ils vont s'approcher de vous, bonjour, vous cherchez à aller où? Alors que chez nous, c'est... débrouille-toi. C'est débrouille-toi, même quand on demande, on t'évite. Donc non, ça c'est vraiment le vrai mix. Ils respectent le code de la route. Bon, ils se traînent, alors ça c'est vrai. Il faut dire, là les vitesses, c'est vraiment, par moment, on a vraiment envie de doubler. Et en plus, l'interfile, ça le fait pas avec la moto là-bas. Mais par contre, au moins, ils respectent le code de la route. Passage piéton, c'est comme en Allemagne. C'est-à-dire que vous mettez proche du passage, boum, il y a déjà la voiture qui s'arrête pour vous laisser passer. À un croisement, il y a 3 voitures qui arrivent, ils passent les uns après les autres, donc c'est pas vous qui passez en premier pour passer. Alors que chez nous, c'est la règle du plus fort. Voilà, du coup, il y a plein de ronds-points partout chez nous et des feux rouges. Alors que il n'y a pas besoin. Voilà. Ça marche très bien. Bon, encore une fois, ils sont lents, mais du coup, alors bon, par contre, dès que vous sortez des clous, ils vont pas apprécier. Essayez de faire une remontée de fil, ils vont pas apprécier. Essayez d'aller un peu plus vite sur l'autoroute, vous vous faites toper par les troopers. Ah oui, il faut rester dans la ligne. Ouais, c'est beaucoup plus militaire, je dirais, dans l'état d'esprit. Pareil pour les fils, il ne faut pas casser les fils là-bas. Oui. Non, mais il y a vraiment... on sent qu'ils sont éduqués avec respect de la loi et des règles pour tout le monde. C'est vraiment dans l'ADN de l'Américain. Ouais. C'est pas les révoltés français. Bon, et puis au final, s'il fallait faire une mini conclusion sur ce road trip pour cet épilogue de ces 60 jours. Bah, c'est génial, de toute façon. La côte Est. Alors, la côte Est par rapport au reste des États-Unis, on va dire que la côte Est, il faut vraiment la faire si vous aimez quand même les villes, si vous aimez une concentration, l'histoire, si vous aimez que les grands espaces. Il vaut mieux aller déjà faire en premier l'Ouest américain, qui lui, où là, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde et il n'y a que la nature et la terre rouge. Donc c'est différent. Mais franchement, c'est magique comme pays, comme expérience. C'est magique. Bon, déjà, il y a le phénomène de langue où vous sentez que vous voyagez. Mais ce mix où on est capable de passer des grandes villes comme New York, Washington, vous passez à 1 heure de route, 2 heures de route. Chez nous, on a des champs. Chez eux, vous vous retrouvez dans des routes avec des arbres tout le long, en pleine forêt. Vous avez les montagnes, mais très très rapidement. Et vous passez justement de ces lieux qui sont complètement différents et avec plein de possibilités de s'arrêter, etc. Donc, vous choisissez après votre rythme et ça c'est bien aussi. Bon. Et ben voilà, en tout cas, j'espère que ces 60 jours vous ont ravi autant que nous, on a pris plaisir à les faire. Maintenant, il va falloir travailler pour préparer le prochain. Voilà, on va enchaîner sur le prochain. Donc, si vous avez manqué des épisodes, encore une fois, abonnez-vous parce que de toute manière, les voyages sont au cœur du repère des motards depuis 20 ans.
La chaîne Voyage du bout du jour, c'est une chaîne qui va monter en puissance dans les mois à venir. On a plein de projets pour elle. On a plein de projets sur le site lui-même du Repère des motards, parce qu'on a déjà plusieurs milliers d'articles sur les voyages. Donc si vous aimez les voyages, restez avec nous. Si vous n'étiez pas encore abonné, pensez à vous abonner en bas à droite. Et puis à bientôt. Ciao.